C'est les vrais bois, comme tous les jours. On vous souhaite la bienvenue de 17h à 19h avec Philippe David, mon cher Philippe David. Je vous souhaite la bienvenue et bonjour. Bonjour, ma chère Cécile de Ménibus. C'est beau. Ah, c'est beau. Alors, vous savez que ce matin, j'ai pris un grand coup de vieux. Oui. Parce que c'était un anniversaire. Le Rubik's Cube, vous vous rappelez, le Rubik's Cube a 50 ans aujourd'hui. Ma passion. Et j'en avais un. Et malgré des mois et des mois d'essai, je n'ai jamais fait mieux qu'une face. Est-ce que vous étiez meilleur que moi? Moi, j'ai fait toutes les faces, mais en décollant les étiquettes. Vous savez quelle est l'origine du Rubik's Cube? Non. Pourquoi ça s'appelle le Rubik's Cube? Non. Parce que c'était Erno Rubix qui l'a créé. Exactement, bravo. Erno Rubik, qui est d'origine Hongroise. Bravo, mais il est incollable. Bah, Parce que hongrois qu'il est nul, mais il en fait des choses. Hongrois qu'on y arrive et on n'y arrive pas. C'est bien connu. Vous lui posez des questions importantes. Du sud de la Hongrie. Vous Du avez- sud de la Hongrie. Vous avez joué au Rubik's Cube, tiens, Olivier d'Artigol, Mickaël Sadoun et Philippe J'ai Bilger. joué, mais je perdais. Ouais, vous vous aussi perdez. J'ai pas de grands souvenirs. C'est les autres qui n'ont pas de moi grands pas du tout, mais j'ai un ami pendant un moment qui s'entraînait à le faire le plus vite possible. Il nous agaçait ce type d'amis. Ouais, Oui, exactement. non mais vous C'est avez toujours vu, mon ami, vous avez vu en Regardez, combien de regardez, secondes ils le font. Récemment, il y a eu le championnat du monde, je crois, Ouais. et quelqu'un En a 5 fait mieux secondes, que moi. peut-être. hein, largement. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est le record, c'est étonnant, autour de 5 c'est secondes, étonnant. je crois, C'est un truc ça, comme ça. Ouais. Moi, j'adorerais savoir comment on fait, mais Ah, moi aussi. il y avait deux choix, ou décoller les étiquettes, bon, ça se voyait un peu, ou le démonter, et après, il fallait savoir le remonter. Donc, dans Vous les deux cas, c'est n'étiez une pas catastrophe. doué là-dedans, ça m'étonne. mais Cécile. nul. Alors que vous Moi, êtes j'ai- quelqu'un de très doué, de pratique avec vos mains, j'en ai jamais bénéficié, Qu'est-ce qui nous arrive, Philippe mais Bilger? non, je parlais du Rubik's Cube. Bien sûr. Bien Non, sûr, oui. non, je pense que j'aurais pu être forte au Rubik's Cube si toutes les faces étaient de la même couleur. Allez. Exactement. Allez, on vous souhaite- Bravo. Bien joué. C'est un truc pour les blondes, ça. Mais vous pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. 0826 300 300 avec Aude qui vous attend, bien entendu. Allez, le sommaire de cette émission. À 17h30, le grand débat du jour. Emmanuel Macron attendu en Nouvelle-Calédonie pour tenter d'enrayer la crise déplacement express qui l'a conduit à annuler sa présence à l'hommage national pour les 2 surveillants pénitentiaires tués au péage d'Incarville. C'est Gabriel Attal qui leur a remis aujourd'hui la Légion d'honneur à titre posthume. Alors parlons vrai. L'absence du chef de l'État à l'hommage aux personnels pénitentiaires tués à Incarville est-elle une erreur politique? Est-ce qu'au contraire, vu la situation en Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État a eu raison de se rendre là-bas? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de prioriser la Nouvelle-Calédonie à l'hommage aux agents pénitentiaires? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Le Sénat examine aujourd'hui, actuellement même, un texte de loi qui vise à lutter contre les ingérences étrangères avec un focus particulier sur la situation en Nouvelle-Calédonie, considérée comme vulnérable à la déstabilisation en raison de sa situation politique tendue et alors que tous les regards se tournent vers la Russie dans l'affaire des mains rouges taguées par le mémorial de la Shoah. Alors parlons vrai, est-ce que tous les pays jouent de leur influence, à commencer par la France? On a longtemps parlé de la France-Afrique. Est-ce que ce n'est pas une méthode courante partout dans le monde? Est-ce que cette loi est une nouvelle ligne Maginot qu'on voudrait créer? Et à cette question, peut-on se protéger contre les ingérences étrangères? Vous dites oui à 61%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et Nathalie Goulet serait avec nous, sénatrice centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur ces influences étrangères au Sénat. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et en particulier Philippe Bilger, le grand gagnant, le deuxième meilleur gagnant Oui. de cette saison, 14 points, 2 points derrière Virginie Calmès. Elle a été fabuleuse. Ouais, voilà. Et je ne peux même pas dire que je l'ai laissé gagner. Non, ma non, chère absolument pas. Cécile. Absolument pas. En tout cas, vous Il êtes m'a le... manqué peut-être à un fait 16 moment points. donné votre aide. Oui, bah, comme quoi on triche pas. Tiens, on parlait des influences étrangères, il n'y a pas que des influences étrangères, il y en a des domestiques, on va dire ça Très, comme ça. très loin dans cette liste des gagnants du Qui c'est qui l'a dit, Olivier d'Artigol. Non, pardon. Mickaël Sadoun, encore pire, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Voilà. Pas loin derrière, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique et de mauvaise foi. Auditrice et auditeur de Sud Radio, bonsoir. J'ai fait 18 points, mais j'étais dans ma voiture. Donc, personne n'a pu le vérifier. Et sans témoin, c'est voilà, c'est un petit peu le... Et en plus, comme il n'était pas là, je lui ai envoyé les questions avant, alors Ouais, c'est bah, un oui, peu plus oui. facile. Et il a réussi à perdre. C'est quand même hallucinant. C'est le monde à l'envers. Allez, 0826 300 300. Sylvie est avec nous. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. De quoi parle-t-on dans un instant? Alors, mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est, en tout cas ma question, c'est est-ce que la littérature pourrait sauver notre pays? Est-ce que la littérature peut sauver notre pays? Très bon sujet. On en parle dans un instant. Vous bougez pas en attendant. On écoute vos messages sur le répondeur 0826 300 300. Jean-Paul Lepau, c'est par rapport à l'émission là sur les cheminots, c'est quand même une catastrophe. Ils ne puissent pas travailler pendant l'été, pendant les Jeux Olympiques, ça arrive une fois dans sa vie, ça, et que les congés sont décalés au mois d'octobre. Mais il y a plein de Français qui partent pas pendant l'été parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils font ce qu'ils peuvent. Et là, ils se plaignent parce que exceptionnellement une année, ils peuvent pas partir pendant l'été. Mais où on va en France? Où c'est qu'on va? Merci. Ça râle. Philippe, ouais. Alors, il exprime brutalement, enfin, avec beaucoup de courtoisie en même temps, ce que un certain nombre de gens pensent, à la suite notamment notre émission d'hier, en dépit de la forte compréhension qu'a manifestée Françoise Degois pour la cause. Ça peut choquer, en effet, par rapport au commun des Français qui vivent pas mieux que ces cheminots. Olivier d'Artigol. Je ne vous ai pas écouté hier. Je suis désolé. C'est une faute. Déjà, oui. Ça démarre mal. Mais moi, j'aime bien dans ce type d'actualité de pouvoir partir des revendications. Très bien. Certaines peuvent être justes, notamment sur un nécessaire plan d'embauche. Il va y avoir une surcharge de travail. En tout cas, c'est ce que me disait un conducteur de métro il y a peu de temps. D'autres peuvent apparaître comme étant un effet d'aubaine et un rapport de force que les cheminots jouent à bloc étant donné l'approche des JO. Bon, il faut regarder tout ça de près. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour cette... pas mieux, visiblement. Voilà, c'est ça. Pas vraiment mieux. Moi, je défends la liberté de grève et il me semble que dans le débat sur la liberté de grève et toutes ces histoires de rapport de force au moment des JO, en effet, l'action sociale n'est utile que dans la mesure où elle est emmerdante. Donc, quand on veut la circonscrire au moment opportun, ça me semble un peu contre nature. Voilà. Allez. Direction Courbevoie avec Sylvie sur la littérature. Cette belle question, peut-elle sauver notre pays, Sylvie? Alors, je pars tout simplement d'une constatation. J'ai des amis qui avaient leurs enfants à l'école active bilingue, qui est une école très chère, réservée à des expats, des hommes politiques qui mettent leurs enfants, des professeurs, des directeurs d'école, enfin voilà. Et une de mes amies me racontait que pour le prix très onéreux qu'ils payent, les enfants, en tout cas, je sais pas au primaire, mais à partir du collège, avaient tous les jours 50 minutes dédiées à la littérature. Voilà. Et donc ils ont, ça ne demande pas de professeur supplémentaire, et 50 minutes par jour, ils doivent prendre un livre et lire. Et je pense que ça réglerait beaucoup de choses dans la crétinerie ambiante, que nos enfants aient une espèce de socle commun de réflexion au niveau grammatical, au niveau du vocabulaire, au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe et au niveau des idées qui sont développées. Et on pourrait très très bien mettre à disposition des livres, des bibliothèques et un surveillant, et ça suffit. On n'a pas besoin de choses extraordinaires. Et dans les écoles de gens très huppés ou qui ont des moyens, on donne ces moyens-là aux élèves. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas à tous les gamins qui sont dans les banlieues, qui sont dans des milieux défavorisés, dont les familles ne parlent pas français, pour leur permettre d'accéder à ce qui est notre cadeau commun national devant tout, la langue. Et à partir de la langue, on peut faire plein de choses. On peut parler, on peut échanger, on peut sortir de ce langage binaire TikTok. C'est une liberté. On peut se comprendre, Et on peut aussi, je pensais à des livres de Balzac, mais il n'y a pas que ça, il y a de la littérature jeunesse intelligente. Vous avez raison. On va faire passer la parole parce qu'on a très peu de temps. Je crois que cette pensée me touche énormément. Je pense en effet que la littérature, outre les avantages que notre ami évoque, est une manière de mieux comprendre le monde, d'épouser avec authenticité l'humanisme. Ce serait formidable un jour, ma chère Cécile, si, malgré la présence de certains, on faisait un jour 2 heures sur la littérature. Avec Françoise Degois, elle serait ravie. En attendant le réquisitoire
Ce sera 3 mots dans l'actu. Merci beaucoup Sylvie, vous restez avec nous. 3 mots dans l'actu dans un instant avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur. Alors, en partie sur l'émission d'hier soir avec Bardella. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table d'intellectuels des vraies voix, Philippe Bilger en proms. Philippe Bilger en proms. Elle est adorable. Oh non, mais c'est la vérité. En deuxe, Mickaël Sadoun et Olivier d'Artigol. Voilà. Beaucoup d'honneur. Ouais. En 3, Philippe David, et puis loin derrière, moi. Non, mais arrêtez, que nenni. Mais si. Mais non, franchement. Mais c'est bien. Il faut il faut une fille de base. Et elle est là, et vous l'avez, vous allez la garder. Je vous préviens. Mais on veut la garder. Vous en contenterez. 0826 300 300, vous voulez bien entendu débattre avec nous, vous êtes les bienvenus. Félix Mathieu, bonsoir. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, de quoi parle-t-on avec vous? De ces 3 États européens qui reconnaissent l'État de Palestine officiellement. Ils l'ont annoncé conjointement aujourd'hui, de cet hommage aux surveillants de prison tués à Incarville la semaine dernière, et puis de cette visite express d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. En 3 mots, ça donne reconnaissance, hommage et visite. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est sur le débat d'hier soir que vous voulez revenir, monsieur le procureur. En plutôt effet, requérir. Hier soir, j'ai pu assister à l'essentiel du débat sur LCI avec tous les candidats aux européennes. Et j'ai été frappé, d'abord, ça ne m'a pas étonné, par l'excellente animation de David Pujadas, qu'on a beaucoup critiqué à une certaine époque, mais qui est un animateur qui sait intervenir à bon escient, qui est courtois et qui ne se la joue pas, si vous m'autorisez cette vulgarité. Et le deuxième élément qui m'a frappé, c'est de voir à quel point, parce qu'il était le favori, Jordan Bardella a été la cible principale, et par moments presque avec des propos haineux, et notamment du talentueux représentant et jeune communiste qui a cherché à se le payer en permanence. Et il est vrai que Jordan Bardella ne répondait pas toujours intelligemment à tout cela, mais il n'empêche que si les adversaires de Bardella avaient voulu démontrer qu'il était le favori, et de très loin, pour le 9 juin, leurs attaques l'ont profondément démontré. Olivier d'Artigol. C'est un débat intéressant. Les questions de Léon Desfontaines, la forme, on peut adhérer ou pas, mais concernant le vote, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen des élus du RN, avait, j'ai envie de dire, la qualité d'une mise au clair, concernant notamment l'augmentation des salaires, un certain nombre de dossiers brûlants sur le pouvoir d'achat. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était une séquence entre les deux, qui ont tous les deux 28 ans, plutôt intéressante. Mickaël Sadoun, rapidement. Alors, j'ai revu un petit peu du débat en replay, puisque j'étais en excellente compagnie pendant le dîner. Et je dois dire que... Qui donc mais il est autour de la table, donc je ne fais pas de mystère. Allez, on y va, les amis. J'ai trouvé que c'était un débat de très bon niveau. Simplement, simple remarque communicationnelle, je regrette que la seule séquence qu'on ait retenue de ce débat soit la passe d'armes entre Léo Desfontaines et Jordan Bardella. Sur vous êtes communiste, nous sommes en 2024, etc. Je trouve que c'est pas au niveau d'une élection européenne dans laquelle se jouent des enjeux absolument considérables et pour laquelle les gens ne se prennent pas assez de passion. Allez, j'émets déjà un veto pour le jeu. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je note. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont, Félix, reconnaissance, hommage et visite. 3 États européens reconnaissent officiellement un État de Palestine, annonce coordonnée de l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, décision fustigée par Israël. Leur mort ne restera pas impunie, promet Gabriel Attal lors de l'hommage aux 2 surveillants pénitentiaires tués au péage d'Incarville la semaine dernière. L'enquête avance selon le Premier ministre. Et puis, Emmanuel Macron attendu en Nouvelle-Calédonie pour une visite express sur fond de crise. Les vraies voix Sud Radio. C'est une décision rare au sein des pays occidentaux. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent reconnaître un État de Palestine. Les 3 pays européens ont fait l'annonce de façon coordonnée aujourd'hui. Décision justifiée ici par le Premier ministre irlandais Simon Harris. Il s'agit d'une déclaration de soutien sans équivoque à une solution à 2 États. Seule voie crédible vers la paix et la sécurité pour Israël,
pour la Palestine et pour leur peuple. C'est une décision qui est prise sur le fond, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous décidons cela au moment où les Palestiniens de Gaza endurent les souffrances, les difficultés et la famine des plus épouvantables. Une catastrophe humanitaire inimaginable et inadmissible se déroule en temps réel. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères était de passage à Paris aujourd'hui. Ce n'est ni le lieu ni le moment d'agir unilatéralement de la sorte, estime le chef de la diplomatie israélienne qui voit une atteinte à la souveraineté de son pays. Nous ne le permettrons pas, dit-il. Israël qui a rappelé ses ambassadeurs dans les 3 pays concernés. Au contraire, l'Organisation de libération de la Palestine salue de son côté une décision historique. Et puis le deuxième mot, l'hommage national aux surveillants pénitentiaires tués la semaine dernière. La cérémonie aurait dû être présidée par Emmanuel Macron si le chef de l'État ne s'était pas envolé vers la Nouvelle-Calédonie. C'est donc le Premier ministre Gabriel Attal qui s'est chargé d'honorer la mémoire des 2 surveillants froidement abattus au péage d'Incarville. Le commando avait pu prendre la fuite après avoir libéré le détenu durant un transfèrement. La justice, c'est aussi Fabrice Muello et Arnaud Garcia. C'est Nicolas, c'est Damien, c'est Arnaud. Ce sont toutes les femmes et tous les hommes de l'administration pénitentiaire. Je veux vous le dire droit dans les yeux. Leur mort ne restera pas impunie. L'enquête avance. Elle se poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra, mais elle aboutira. Aux criminels, lâches, odieux, qui ont accompli ce crime barbare, je veux le dire à nouveau, ne dormez pas tranquille. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous vous punirons. Le Premier ministre Gabriel Attal, c'était tout à l'heure à Caen. 3e mot, visite. Emmanuel Macron est attendu ce soir en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État de passage dans le territoire du Pacifique Sud pour tenter de régler la crise. Le gouvernement a été interpellé d'ailleurs sur ce sujet cet après-midi à l'Assemblée par le député polynésien Steve Chailloux. Votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Interpellation en réponse à laquelle la ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, a dressé un bilan de la réponse de l'État sur place. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Déjà plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaires arrivées ce week-end. Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et on passe au rolling, Félix Mathieu. Avec la liste PS de Raphaël Glucksmann qui, figurez-vous, se rapproche vraiment de Valérie Hayer. Là, ça devient du sérieux puisque 15%, c'est le score de Raphaël Glucksmann, quand Valérie Hayer baisse à 16%. Il n'y a plus qu'un point entre les deux dans ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. En premier, évidemment, on a toujours Jordan Bardella et le RN à 32,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling y est mis à jour quotidiennement à 17h. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron n'était pas présent, donc à l'hommage des 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque du fourgon à Incarville. Alors parlons vrai, l'absence du chef de l'État à l'hommage au personnel pénitentiaire tué est-elle une erreur politique? Ou est-ce qu'au contraire le chef de l'État a eu raison de se rendre en Nouvelle-Calédonie, vu la situation dans l'île? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de prioriser la Nouvelle-Calédonie à l'hommage aux agents pénitentiaires? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. On a besoin de vous entendre. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça, c'est l'effet Olivier d'Artigol, c'est l'effet, bien entendu, Philippe Bilger, c'est l'effet Michael Sadoun, c'est l'effet Philippe David et Cécile de Ménibus, là va soi. Mais beaucoup, pour moi. Ah, qu'est-ce qu'on se fait rire. Si quelqu'un peut aller chercher le défibrillateur pour Olivier d'Artigol qui a le regard coincé. Il est en train de se dire, mais cette fille est folle. Et vous avez bien raison. Non, ça fait belle lurette qui le sait et qu'il n'est pas le seul dans la rédaction de Sud Radio. Ça circule. Mais il ne le dit jamais. Oui, il ne le dit jamais, mais ça se voit. Il a les yeux sortis des orbites, donc ça se voit bien. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les
vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal a rendu ce midi un hommage national aux 2 agents pénitentiaires tués la semaine dernière dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure. Et hier, Emmanuel Macron a rencontré les familles des 2 victimes à l'Élysée. Le président de la République part ce soir en Nouvelle-Calédonie dans un esprit de responsabilité, l'esprit qui est le sien en tant que chef de l'État et en tant que responsabilité politique de haute importance. Emmanuel Macron attendu donc en Nouvelle-Calédonie. Il est pour l'instant encore dans l'avion pour tenter d'enrayer la crise. Déplacement express qui l'a conduit à annuler malheureusement sa présence à l'hommage national pour les 2 surveillants pénitentiaires tués au péage d'Incarville. C'est Gabriel Attal qui leur a décerné la Légion d'honneur à titre posthume. Alors parlons vrai, l'absence du chef de l'État à l'hommage au personnel pénitentiaire tué à Incarville est-elle une erreur politique? Ou est-ce qu'au contraire le chef de l'État a eu raison de se rendre en Nouvelle-Calédonie vu la situation explosive dans l'île? Emmanuel Macron a-t-il eu raison de prioriser la Nouvelle-Calédonie à l'hommage aux agents pénitentiaires? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Philippe Bilger, la question se pose tiraillée entre 2 événements primordiaux en cette période. Alors on fait suffisamment des procès valides à Emmanuel Macron sans qu'on en rajoute de faux. Je m'inscris dans la minorité des auditeurs qui trouvent qu'il a bien fait d'aller en Nouvelle-Calédonie. En effet, si je compare les 2 événements, il est fondamental, si sa présence apporte quelque apaisement en Nouvelle-Calédonie, que le président ce soir se rendit en Nouvelle-Calédonie. Il y va parce que c'est capital pour la France. Et il est remplacé tout de même par le Premier ministre. Ça n'est pas rien. L'épouse du président y est et on n'a pas de polémique à faire à ce sujet. Alors pour le reste, j'ai trouvé que la cérémonie était très belle, mais je garderai pour la suite, si je peux, les réflexions sur le caractère un petit peu j'allais dire, de fuite d'une cérémonie, alors que les responsabilités durent depuis 40 ans, mais je ne veux pas prolonger mon intervention. Olivier d'Artigol, est-ce que c'est pas plutôt le rôle du chef du gouvernement d'aller gérer une crise et au président de la République de rendre hommage? En vous écoutant, je me pose une question. Pourquoi est-ce que dans notre pays, tout fait assez systématiquement polémique? Je ne vois pas... pour le coup, je conteste un peu la question, en fait. Une polémique, pourquoi? Nous sommes face à une situation extrêmement préoccupante en Nouvelle-Calédonie. 6 morts, 3 gendarmes blessés. Ceux qui sont sur place nous disent que l'ordre public n'est absolument pas aujourd'hui rétabli. Il y a donc un sujet calédonien sévère et incandescent. L'initiative du président de la République me semble juste... car qui d'autre que lui, aujourd'hui, au regard de ses responsabilités, pour adresser un message fort. Et de fait, la cérémonie aujourd'hui, à Caen, en l'absence du président, a toutefois été une cérémonie, on a pu la suivre avec Philippe sur notre média, particulièrement forte, dense, juste dans ce qu'elle a dégagé, avec une intervention du Premier ministre marquée de sobriété. Peut-être que le président Macron aurait eu un verbe autre, mais j'ai bien aimé la manière dont le Premier ministre s'est comporté aujourd'hui. Donc je ne vois pas matière à querelle. Mickaël Sadoun. Je vais essayer de légitimer la question qui peut avoir sa pertinence. C'est vrai que classiquement, on estime que le président doit être dans une posture de surplomb, qui doit inaugurer les chrysanthèmes, pendant que le Premier ministre est dans une gestion beaucoup plus proactive des affaires courantes, et donc que ce serait Gabriel Attal qui aurait dû se déplacer sur place pour incarner la force de l'État dans toute sa vivacité et son énergie. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, je suis plutôt d'accord avec mes 2 compères, à savoir que c'est de la polémique futile, que le sujet n'est pas de savoir s'il aurait dû ou non se pointer en Nouvelle-Calédonie. Le vrai sujet, c'est ce qu'il va y faire. Quelle est la suite politique qu'il va donner à toute cette action de maintien de l'ordre, qui va pas pouvoir se prolonger éternellement, puisqu'il va devoir remobiliser des forces de l'ordre sur la métropole, notamment pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant de cette intervention politique? Est-ce qu'il va aller sur place pour dialoguer, je ne sais, avec des représentants du FLNKS ou avec des chefs coutumiers pour
leur assurer je ne sais quoi, une représentation institutionnelle ou une aide économique. On verra bien. Moi, je pense aller vers un nouveau référendum serait une erreur politique énorme dans la séquence, et puis même ce serait un faux bond fait à la démocratie, parce qu'il y a déjà eu 3 référendums organisés et que c'est largement suffisant pour savoir ce que les gens veulent là-bas. Maintenant, voilà, la seule question qu'il faut poser, c'est ce qu'Emmanuel Macron va faire là-bas et ce qu'il va proposer. Est-ce que vous pensez que quelque chose va sortir du voyage d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger, selon l'exercice du pouvoir, c'est vrai que ça pose question que ce soit Emmanuel Macron qui y aille, alors que ce qui est en jeu, c'est une loi votée par le Parlement, et donc qui est en cours de vote par le Congrès. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu une atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, sachant que c'est le législatif qui est en train de voter et que c'est l'exécutif qui va sur place? Moi, je ne crois pas. Alors, c'est vrai qu'il faut se demander aussi à quoi va servir la présence d'Emmanuel Macron là-bas, puisque surtout qu'elle est courte. Voilà, l'ordre commence à être restauré, pas complètement, mais il commence tout de même à assurer une forme de tranquillité. On sait que le Congrès est une hypothèse dépassée, et donc que va-t-il faire? Et sans vouloir tomber dans une sorte d'opposition un peu stupide, j'ai l'impression que tout ce que touche Emmanuel Macron à l'heure actuelle, tant par ses propos que par ses actes, se traduit de manière négative. J'espère que cette présence qui est censée créer de l'harmonie là-bas, apaiser le désordre, ne va pas faire l'inverse. Mais allez-y. L'option du Congrès est d'autant plus dépassée qu'il n'y a plus aujourd'hui de majorité des 3/5. Au regard des interventions des différentes forces politiques. Premier point. Second point, le président a toujours dit que le processus institutionnel serait stoppé si localement les forces politiques indépendantistes et anti-indépendantistes trouvent un accord. Aujourd'hui, c'est cet accord qu'il faut trouver. On a donc appris que cette mission ne serait pas présidée, pilotée par un responsable politique, mais par des hauts fonctionnaires particulièrement experts au fait du sujet calédonien. Le tout est de savoir, le président devra quand même donner une feuille de route politique pour quels objectifs et un calendrier. Alors, la question que moi j'avais envie de vous poser, c'est d'abord que fait le ministre des Outre-mer, puisqu'on le voit jamais, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est la première des choses. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper, pour aller un petit peu plus loin dans le débat, quand on écoute l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui dit, lui, on aurait pu anticiper, il y avait quand même des sujets avant-coureurs, des choses comme ça, et on a l'impression qu'on arrive encore une fois, une fois que la bataille s'est jouée, et là on envoie le président à chaque fois pour régler le problème. C'est ça aussi le souci. Mais je dirais tout de même, et Olivier l'a dit, Cécile, que la problématique de la Nouvelle-Calédonie avec les violences, le risque de sécession, justifiait, me semble-t-il, que le président y alla. Mais d'ailleurs, la ministre Guévenoux, je crois, est allée avec lui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'encore une fois, on se demande à quoi il va servir compte tenu de la situation actuelle. Et rien ne serait pire que de le voir revenir dans l'urgence, évidemment, sans qu'il y ait eu un effet tangible et des nominations acceptables comme résultat de sa mission là-bas. Mickaël Sadoun. Surtout vrai 12 heures sur place. Ça pose, ça 48 heures d'avion pratiquement pour 12 heures sur place. Ça pose des questions, et moi je pense qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui relève quand même de l'égocentrisme dans cette action, c'est-à-dire que alors que les événements sont en train un petit peu de s'apaiser, notamment sous l'effet de son gouvernement qui a bien agi quand même, il faut le dire. La réponse sécuritaire a été rapide. Je crois qu'ils ont plus ou moins réussi à rétablir des conditions de vie. C'est un immense succès. À peu près normal. Non, mais est-ce qu'on aurait fait des choses différentes? Moi, c'est un peu ma question. Non, et puis, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait fait mieux? Mais pas de la réponse au pas de la réponse politique. Politiquement, la réponse politique, je suis pas sûr qu'il la trouvera en 2 heures là-bas, très sincèrement. Peut-être que ça apaise les populations locales de savoir que le président, sous la tutelle duquel ils sont, est en voyage spécial pour venir les visiter. Ceci dit, j'ai pas l'impression que ce soit un énorme signe que de rester 2 heures là-bas. Après,
Si vous voulez, je pense que ça se réglera pas comme ça. Et moi, j'apprécie plutôt la position d'Édouard Philippe sur le sujet. Je sais que la droite a tendance à ignorer totalement le fait colonial et le fait qu'en effet, il peut y avoir des tensions entre les populations kanaks sur place et les Français ou la métropole qui représentent pour eux des populations qui les ont dominés pendant un certain moment, qui ont exercé des violences sur eux et qui sont aujourd'hui encore parfois dans une position un petit peu certainement de privilégiés. Je connais peu le territoire là-bas et comme beaucoup de gens, j'ai appris ce qui s'y passait sur le tard. Donc je vais pas jouer à l'expert, mais très vraisemblablement c'est aussi ça qui se joue derrière. Donc est-ce que ça se réglera en 2 heures avec Emmanuel Macron ? Je suis pas certain. Voilà. Allez, 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Sylvie, qui est avec nous de Courbevoie. Vous avez forcément un avis, Sylvie, sur le sujet ? Moi, j'ai un peu de tristesse. Je vous avoue que le président, à quelques heures près, n'ait pas fait cet hommage. Voilà. Parce que vraiment, ça a été un événement extrêmement choquant pour tout le pays dans une longue série. Et on se dit, effectivement, comme disait votre interlocuteur, il va y passer 12 heures, qu'est-ce qu'il va faire ? Bien sûr, on va pas faire une polémique sur tous les points, mais est-ce que la métropole aussi n'avait pas besoin de sa présence ? Bon, ça c'est juste une discussion particulière, mais autre chose qui me vient à l'esprit, c'est alors on en arrive à une situation au niveau législatif qui met le feu aux poudres et qui rompt une situation alors qui peut-être s'était dégradée, mais où il y avait quand même, on avait trouvé après tout ce qui s'était passé dans les années 90, etc., une forme d'apaisement. Mais il y a personne dans ce pays qui fait, vous savez, une étude d'impact de ce qu'on va faire sur tel ou tel sujet. On a l'impression qu'on sort des choses du chapeau, hop, on les envoie à l'Assemblée nationale pour être votées. Mais je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui est responsable de la barque ou quoi ? Ou on se dit hop le matin, tiens on va faire passer ça et puis on verra bien ce qui se passera. Et puis après il y a les pompiers qui arrivent. On a l'impression qu'on est totalement dans l'urgence et tout le sur temps. Tous les sujets que personne ne réfléchit à rien, aux conséquences de rien. On pourrait parler du nucléaire, on pourrait parler, je vous coupe Sylvie, mais on attend déjà le retour d'expérience de lois qui ont été votées qu'on n'a toujours pas eu. Notamment sur les voitures électriques ou encore les nouvelles normes du bâtiment qui tuent les entreprises du bâtiment, mais c'est autre chose. Allez, 0826 300 300, on réagira sur les deux auditeurs avec Philippe qui nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais voix. Il nous en manquait un, on a eu deux Philippe, on s'est dit un troisième. Mais il y a aussi Philippe Sadoun et Philippe d'Artigola. et Philippine de Ménibus. Bien sûr. On vous écoute Philippe. Comme l'auditrice précédente, moi c'est vrai que je trouve que faire faux bond à l'hommage national des serviteurs de l'État pour presque même pas le 2000 € par mois qui laissent leur vie au péage d'une autoroute française, je trouve que c'est dommage. Après, je veux pas non plus aller trop loin dans la critique du président, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, je vais être franc avec vous, j'ai 55 ans, vous voyez, j'en finis même plus par savoir quel âge j'ai, mais 55 ans. J'ai suivi tous les gens qui nous ont gouvernés depuis que je suis en âge de m'intéresser à mon pays, ce pays que j'ai adopté, puisque moi je suis pas d'origine française à la base. Et je vais être franc avec vous. Macron, pour moi, c'est pas l'âme d'un chef d'État et d'un homme à la hauteur de la France. Comme elle a dit la dame, Sylvie. Ça gouverne, ça gouverne, mais tout est dans l'urgence. C'est facile de mettre les costumes, mais le problème c'est pas d'avoir le costume, c'est de l'incarner. Et qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui ? Où est notre pays ? Il reçoit le président chinois avec von der Leyen, il va en Chine, il y va avec von der Leyen. Et on est quoi, nous, aujourd'hui, le peuple français ? Comment on est représenté ? Comment on est... Regardez, 3 référendums. La voix du peuple... De toute façon, Sarkozy nous a trahi aussi. La voix du peuple qui, théoriquement, c'est elle qui fait foi. Un référendum 2005, perte et profit. 3 référendums Nouvelle-Calédonie. Il va faire quoi en 12 heures ? 25 heures de trajet, 12 heures là-bas pour faire quoi ? Dites-moi ce qui va changer, à part faire un discours et des promesses qui, en fait, ça communique, ça fait de la com, et on regarde ce qui se passe, et si le soufflet redescend, on attendra la première crise. Un homme d'État digne de ce nom, et comme ceux qui nous ont gouvernés depuis des siècles, ce sont des gens qui ont toujours été prévoyants, qui avaient une vision de la France, qui ont anticipé, et qui savaient ce qui se passait dans le pays. Ces gens-là, malgré tous les moyens qu'on a aujourd'hui, ne savent même pas ce qui se passe sur la terre de France.
Regardez tout ce qui se passe, l'insécurité, la violence, l'éducation, l'industrie, quand je vois tout le baratin qu'on nous fait sur la réindustrialisation de la France. Où sont passés les hommes d'État qui avaient une vision à 50 ans de notre pays? J'arrête là parce que j'ai promis à Aude d'être bref et concis. Et de ne pas m'énerver. Vous ne pouvez pas faire de la politique, vous respectez vos promesses. Philippe Bilger, il n'a pas tout à fait tort. Non, pardon. Il n'a pas tout à fait tort, mais je le trouve tout de même dur. Il est d'une certaine manière facile d'accabler les politiques quand on est des citoyens même lucides et pertinents, mais qu'on n'a pas en charge le réel. Mais en gros, je vous rejoins, Cécile, il a du talent dans le verbe dénonciateur. Mais on pourrait, si on avait le droit de prolonger, répondre un petit peu. Mais je veux surtout pas priver Olivier d'Artigol de son argumentation toujours limpide. Foireuse. Enfin, Cécile, ça va pas bien. Il va faire quoi? Il faut d'abord établir l'ordre public. Il y a 2700... Enfin, c'est pas lui qui va le faire. Non, mais si, mais les chefs de l'État et les chefs des armées... Que le chef de l'État se déplace, il faut d'abord, il va falloir qu'il nous dise quelque chose sur la prolongation ou pas de l'état d'urgence. Premier point. Il y a 2700 gendarmes et policiers, 25 escadrons de gendarmerie. Le seul problème, c'est qu'on a quelques petits rendez-vous sécuritaires avec les JO en métropole, et donc il faudrait que ça se calme en Nouvelle-Calédonie, que ça démarre pas dans d'autres territoires d'outre-mer où ça peut être aussi chaud bouillant. Donc là, on est vraiment sur une ligne de crête sur le plan sécuritaire. Et puis, il faut retrouver la lettre et l'esprit des accords de Matignon puis de Nouméa, en essayant d'instaurer, de créer les conditions de nouveau dialogue. Ce qui est détonnant, c'est que tout cela était ô combien prévisible. Tous ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie ont tous dit au même moment, il y a à peu près 2-3 mois, attention, vous allez dans le mur. Michael Sadoun. Oui, il paraît que sur ce dossier en particulier, beaucoup de gens l'ont alerté, beaucoup de gens ont appelé à la fois Emmanuel Macron et même Gérald Darmanin en les avertissant que ça n'allait pas passer sur place. Moi, comme je vous dis, il y a 2-3 mois, j'étais incapable de prévoir ça et personne ne s'y intéressait. Donc bien malin celui qui pourra dire ça, mais visiblement, ils ont eu des avertissements. Ensuite, le reproche de l'auditeur, je le trouve très pertinent. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses, mais il y a 2 choses. Il y a le reproche de manquer d'anticipation, de compétences, de vision de la France, etc. Ça, à la limite, je peux pardonner parce que l'erreur est humaine. Et quand on agit tous les jours et qu'on prend des décisions tous les jours, parfois l'étude d'impact, elle arrive sur le bureau et puis on se dit que peut-être ça va passer. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça casse. C'est comme ça. Le reproche, par contre, que je prends vraiment en compte, c'est l'absence de prise en compte de la souveraineté populaire. Et ça, c'est encore autre chose. Et je pense que c'est ça qui gonfle dans la population et c'est ça qui énerve les gens. C'est que leur désir ne soit pas pris en compte, que leur opinion ne soit pas prise en compte, qu'il n'y ait jamais eu de référendum organisé après 2005 qui a été un fiasco total pour la démocratie et que même pour le sujet de la Nouvelle-Calédonie, le sujet des référendums est au centre de tout ça. La manière dont ils ont été organisés, la manière dont ils ont été respectés. C'est pour ça que moi, je le dis aujourd'hui, je défends la démocratie avant de défendre la France, notamment en Nouvelle-Calédonie. Je propose un référendum, je vais réussir à le dire pour le qui c'est qui l'a dit, qui n'en veut. Qui va être le souverain du qui c'est qui l'a dit. On est gagnant. Allez, on le fait. Ok, c'est bon, c'est la majorité. Allez, on y va. Allez, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir et d'être avec vous au quotidien de 17h à 20h chaque jour avec Philippe David, the famous Philippe David. And the famous Cécile de Minibus. Oh, great. Yes. Imité, jamais égalé. Et maintenant, on va faire le... Who said what? Who is who? D'abord, il y a Olivier d'Artigol. Ensuite, il y a Michael. S'il vous plaît, Sadoun. Et un autre Philippe Bilger. Et tout de suite. English is not good. You speak very well English. Allez, tout de suite, qui c'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Sylvie, notre vraie voix du jour qu'on est ravis d'accueillir. Ma chère Sylvie, avez-vous révisé forcément un petit peu? Oh, j'espère qu'on va jouer en équipe. Ça fait plaisir. Ne comptez pas sur eux. Alors là, Cécile, en littérature, elle est douée. Ce soir, au qui c'est qui l'a dit, généralement, quand ils jouent, ils déposent leur cerveau. Donc ça veut dire que vous inquiétez pas. Mais moi, je suis venue sans aussi, alors nous va bien. Ouais, voilà. Écoutez, très bien. Mais c'est parfait. On va jouer. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est 1 point. C'est vous qui répondez en premier, Sylvie. Je crois que la Cour pénale internationale s'est définitivement décrédibilisée. Sylvie.
Langosha? C'est un président de parti. Oui. Allez-y. Qui aurait pu dire ça? Les vraies voix. Président de parti. Bonne réponse de Mickaël Éric Sadoun, Ciotti. Éric Ciotti. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Sylvie? Sur le débat Attal Bardella, c'est un scandale et un déni de démocratie. Sur le débat qui avec Bardella? Attal Bardella. Entendu. Attal Bardella. Qui a dit que c'était un déni de démocratie? Oui. Bardella. Non, bonne réponse. Olivier d'Artigol, Raphaël Glucksmann, 2 points. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Le projet d'Emmanuel Macron est de retirer aux nations les dernières compétences qui leur restent. Alors, ça sera pas Bardella, mais ça aurait pu. Non, allez-y, les vraies voix. Bonne réponse, Marine Le Pen. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Pour Mickaël Sadoun. Question à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Marine Le Pen perd ses nerfs parce que tout le monde voit que son reniement sur la Nouvelle-Calédonie donne le signal d'une incohérence absolue et extrêmement dangereuse. Sylvie. Monsieur Attal? Non, Bellamy, bonne réponse, Bellamy. François-Xavier Bellamy. Il l'a dit en premier? Très largement. Je demande la VAR. Non, mais sans rire. Elle est floue. La VAR est floue. Olivier était juste à côté. La VAR, Harpagon. Tu entends pas souvenir de ce côté-là ou demander à la technique? Oui, Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Sylvie, vous donnez le point. Ils sont nombreux à pouvoir dire les mêmes choses, en fait. Bah oui, c'est ça le problème. Oui, c'est le problème de ce jeu. Merci Sylvie de me donner raison. C'est un scandale. Écoutez bien, Sylvie, pour une fois qu'il gagne un truc, Mickaël Sadoun. Ouais, c'est ça, allez, je le réclame. Allez, bougez pas. Question qui c'est qui l'a dit? 3 points sur la visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. C'est toujours risqué quand le président monte en première ligne. Sylvie. Langosha. Oh bah oui, alors là. Un grand négociateur avec la Chine. Il a été plus rapide. Non, ça y est, pas 2 fois. Je t'assure. Pas 2 fois. Je me suis déjà fait voler. Je l'ai dit le premier. Sylvie nous parle. Très nettement. C'est moi puisque je le dis. Le guide suprême iranien, mais bon, ça compte. C'est pas ça. C'est Raffarin. Merci Sylvie. Max, notre réalisateur, vous dites quoi, mon cher Max? Il dit Philippe Bilger. C'est Mickaël Sadoun. Non. En l'occurrence, c'est Mickaël. Merci. Vainqueur de Mickaël Sadoun, 6 points. On ne l'a pas entendu ici. J'ai compris qu'il y avait Non. Voilà. Il a dit Raffarien, il n'a pas dit Raffarin. Allez, on fait une petite pause. Merci Maxime, tu on revient dans un instant, on est très en retard. Alors le tour de table de l'actu avec vous, Philippe Bilger. Aznavour. Avec vous, Mickaël Sadoun. La grande mosquée de Paris et le vote aux européennes. Avec vous, monsieur d'Artigol. Le stage des secondes, un fiasco. Allez, on fait une pause. À tout de suite, pardon pour le retard. André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours du lundi au vendredi. On dit toujours, on vous le dit, ce petit commerce de proximité avec derrière le bar Philippe Bilger, avec Mickaël Sadoun et le meilleur des 3 peut-être derrière le bar. C'est monsieur D'Artigol. Très certainement. C'est monsieur D'Artigol. Les piliers de comptoir, c'est ça. Le meilleur d'entre nous, comme disait Chirac. On l'aime beaucoup. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix Mathieu, où allons-nous? Dans les Pyrénées-Orientales, avec le gouvernement qui présentait aujourd'hui un plan résilience pour l'eau. Il nomme aussi une Madame Eau, une référente spécialement dédiée au département après 2 ans de sécheresse. C'est une histoire d'eau, si je comprends bien. Exactement. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Il y a une semaine, la France était frappée au cœur par l'assassinat de 2 gardiens de prison et les blessures de 3 autres au péage d'Incarville lors du transfèrement d'un gros truand entre sa prison et le palais de justice. Des gardiens de prison qui doivent, comme les policiers qui ont dénoncé l'affaire, se poser quelques questions en apprenant que le 27 juin prochain, 10 à 15 détenus du centre de détention de Toul dans la Meurthe-et-Moselle iront visiter le château de Versailles avec pique-nique dans le parc du château. Un trajet de 350 km, allez simple, qui pourrait donner des envies ou des idées d'évasion à certains, les détenus des centres de détention étant condamnés à de longues peines pour des actes aussi graves que des meurtres ou des viols. Inutile de dire que le
timing pour cette sortie bucolique pose franchement question à l'heure où un hommage national est rendu aux surveillants assassinés. Alors je veux bien qu'on fasse des sorties pour des détenus condamnés à de longues peines, mais autour de Toul, avec un bien meilleur bilan carbone et des frais de transport moins élevés pour les contribuables, tout en réduisant les risques d'évasion pendant le trajet pour les surveillants pénitentiaires. J'ai 2 idées de sortie pour montrer à ces détenus que des hommes ont pu tomber sous les balles, honnêtement, en défendant leur pays. Il y a un peu plus d'un siècle, tiens. Amenez-les à entretenir les cimetières militaires à Verdun, c'est pas loin de Toul, ou en Argonne, c'est pas loin de Toul non plus. Les tombes de nos soldats tombés en 14-18 étant les plus mal entretenues, je peux en témoigner, mon grand-oncle reposant dans une des nécropoles du chemin des Dames qui regroupe des tombes françaises du Commonwealth et allemandes. Ça leur apprendra que des jeunes hommes se sont sacrifiés pour la liberté dont ils bénéficieront ce jour-là en tombant sur les balles de Moser. Rien à voir avec les balles DR-15 utilisées pour tuer les gardiens de prison ou les balles de Kalachnikov régulièrement utilisées pour les règlements de compte entre trafiquants de drogue. Philippe Bilger. Si nous étions dans des temps absolument tranquilles, je ne serais pas absolument choqué par le principe. Mais il y a 2 raisons qui me permettent d'aller dans votre sens, Philippe. D'abord, c'est parfaitement inopportun en ce moment, c'est clair. Et deuxièmement, mon argument est un peu populiste, mais il y a une majorité de Français modestes qui ne pourraient même pas se payer ce qu'ils vont vivre. Olivier d'Artigol. Je partage l'indignation, l'agacement sur le timing. C'est ô combien inopportun. Et je rajoute, c'est là où nous avons un désaccord, que les conditions de détention ne sont pas comparables à une colonie de vacances. Que, y compris en centre de détention, vous avez la clé de votre cellule et vous êtes en cellule individuelle. C'est pas la maison d'arrêt. Hein. Oui, mais je continue. Bon, l'emprisonnement n'est pas compliqué. Nous n'avons pas d'informations précises sur la manière dont ces détenus ont été sélectionnés pour participer à cette action. Je ne pense Demandez pas que aux familles dont ils ont abattu des gens si c'est pas compliqué. Je ne pense pas que ce soit des détenus. Non, mais je peux continuer, Cécile, ou... Oui, non, mais je ne pense pas que ce soit des détenus particulièrement surveillés. Aujourd'hui, pour maintenir, et ça je le tiens directement d'agents pénitentiaires, pour maintenir le fait que ça n'explose pas dans certaines conditions d'incarcération, vous êtes obligé d'aller vers des projets, aller vers quelque chose qui peut faire descendre la température, ou alors nous décidons, et là la prison ne sera qu'un emprisonnement pour justement payer sa dette à la société et ne sera pas la possibilité d'une réinsertion, on décide de ne plus rien faire, ce qui est aussi une possibilité. Moi je ne défends pas ce scénario. Mickaël Sadoun. Moi, même si je m'inscrivais dans l'optique d'Olivier d'Artigol, ce qui n'est pas le cas, puisque je considère que c'est un peu outrancier d'organiser ce genre de balade pour des prisonniers en plus qui... Château de Versailles. Purge de lourdes peines et qui ont fait des choses graves. Même si je m'inscrivais dans cette optique, il y a beaucoup d'autres manières d'aller vers la réinsertion des prisonniers. Le travail, par exemple. Le travail, ça se fait déjà. Vous allez ça se fait. Le fait de faire venir la culture à la prison plutôt que la prison à la culture est plus intéressante. Vous savez, moi, il y a une réforme que j'aimais beaucoup qui était passée au Brésil, je crois, dans les années 2000. C'est que les prisonniers avaient des réductions de peine à chaque fois qu'ils lisaient un livre. Ils devaient faire une fiche de lecture. Et puis on leur accordait quelques jours de remise de peine, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de donner l'impression qu'on organise des activités ludiques ou culturelles pour des gens qui doivent quand même être punis. Une des missions de la prison, c'est la punition. Ça ne doit pas être une punition inhumaine, ça doit évidemment respecter certains principes. Et je m'indigne de la même manière que toi, Olivier, sur les conditions parfois sanitaires de la prison. Maison d'arrêt, c'est exactement ça. Mais il me semble que la meilleure manière aussi de rétablir tout ça, c'est aussi l'autorité et l'ordre, parce que c'est aussi le désordre qui crée le chaos, la saleté, etc. Et de manière écrasante, je sais que c'est excessivement minoritaire. Et si pour éviter l'explosion, on leur permet des sorties qui nient radicalement ce qu'est l'esprit pénitentiaire, il y a un problème. Mais on voit bien votre humanisme là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. En tout cas, ceux qui sont dans les prisons disent que dans certains moments, il faut aussi réfléchir à quelque chose pour faire baisser la température. Ils le disent évidemment.
pour faire il baisser y la température, compris des agents pénitentiaires qui disent que c'est bien d'organiser ça. Les amis, Félix Mathieu, vous avez la parole. Merci Direction beaucoup. les Pyrénées-Orientales. Le gouvernement y a présenté un plan de résilience pour l'eau après 2 années marquées par la sécheresse et les récentes pluies ne règlent évidemment pas le problème. Sur le fond, 10 millions d'euros débloqués, quelques grands axes de travail annoncés par le ministre de la Transition écologique, la réutilisation des eaux usées en investissant dans les stations d'épuration, le contrôle de l'irrigation agricole avec des électrovannes dernier cri pour affiner le goutte à goutte, par exemple chez les arboriculteurs, améliorer par exemple le canal de Perpignan avec pas mal de projets comme ça, l'étude aussi sur différents canaux ou aqueducs, ou encore améliorer le réseau d'eau potable pour éviter tout simplement les fuites. Le gouvernement, en tout cas, prévient qu'une hausse tarifaire sera sans doute inévitable à l'avenir face à la raréfaction de l'eau. Bonsoir Hermeline Malherbe. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, présidente du département des Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce plan? Est-ce qu'il est à la hauteur déjà de vos attentes? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. Parce que 10 millions d'euros, est-ce que c'est réellement suffisant? Je pense que non. Mais c'est une première étape essentielle, dans le sens où les projets qui ont été repris, ce sont les projets que nous avons travaillés avec l'ensemble des acteurs et qui sont portés pour la plupart aussi avec le département. Donc de ce point de vue-là, il faut être honnête à un moment donné, c'est intéressant. Après, on peut aussi saluer la nomination d'une Madame O, Christine Esper, qui est en plus quelqu'un qui est local, qui connaît le territoire, donc avec laquelle on va avoir d'ailleurs beaucoup d'attentes et d'ambition, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Donc mitigé, ce que je disais à l'instant, quelque chose qui est dans une bonne première étape, mais on a besoin d'aller plus loin, et surtout ce qui manque peut-être, c'est une réponse qui soit européenne, tout simplement parce que quand on voit comment est célébrée l'Europe avec, on a les pieds dans l'eau au nord de l'Europe et on est à sec dans le sud de l'Europe, on voit bien, et pas seulement en France, on voit bien qu'il y a une vision qui doit être portée, une ambition qui doit être portée à un plus haut grand niveau de ce point de vue-là par rapport à l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup Hermeline Malherbe, présidente du département des Pyrénées-Orientales. Merci d'avoir été avec nous sur ce sujet très intéressant, et ça va dans le sens de justement de mettre un terme à cette sécheresse, ou en tout cas trouver des solutions. Philippe Bilger, dans un instant. Je vais parler d'Aznavour. D'Aznavour, avec vous, Mickaël Sadoun. Du recteur de la Grande Mosquée de Paris qui invite à faire barrage contre l'extrême droite. Et avec vous, Olivier d'Artigol. Le stage pour les secondes d'un fiasco. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On fait un point. Merci. Dans un instant, 0826 300 300, n'hésitez pas, on vous attend au standard à tout de suite. Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix tous les jours de 17h à 19h avec nos invités, nos éditorialistes plutôt. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun, Olivier d'Artigol. 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez commenter avec eux l'actualité. Tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe Davy, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon? Le tour de table de l'actualité. Hier encore. Philippe Bilger. Eh oui, il aurait eu 100 ans aujourd'hui, Philippe Bilger. Je vais pas chanter, je me voyais déjà animateur. Pas du tout. Mais Aznavour aurait 100 ans aujourd'hui. Il a un succès mondial supérieur à celui de tous les grands chanteurs français. Et ce que j'ai aimé, c'est le conseil qu'il donnait aux jeunes artistes. Il disait, soyez des intellos, mais fermez vos gueules. Si les artistes pouvaient comprendre la justesse de cette devise, j'en serais ravi, ma chère Cécile, et j'espère être bref. Olivier d'Artigol, Aznavour, fan? Oui, je l'ai vu 2-3 fois sur scène. C'était quelque chose de... C'est un souvenir très très fort. Il lui est arrivé d'intervenir sur des sujets qui lui tenaient à cœur, bien évidemment. Mais ce que je retiens de lui, c'est aussi le parolier, l'écriture. Ces textes, on peut bien sûr les écouter quand il les chante, mais c'est fabuleux aussi de les lire. C'était un très grand parolier. Mickaël Sadoun, fan d'Aznavour? Ah oui, fan d'Aznavour, bien sûr. Oui. Fan de la musique, et je peux vous dire que ça parle aussi à ma génération pour jouer de temps en temps en soirée avec beaucoup de jeunes, etc., du piano, etc. Je peux vous dire qu'une fois sur deux, on me demande une chanson d'Aznavour. Ensuite, sur le personnage et l'engagement, je suis d'accord avec ce qui est dit. Pourquoi globalement. vous chantez, vous?
Je joue du piano et je chante un petit peu. Mais non. Mais si, mais je vous inviterai. Des vraies voix chantées. C'est très bien, non ? C'est drôle, Exactement. J'adore. La prochaine fois, je ramène un petit synthé. Mais ensuite, sur la personnalité, je suis d'accord. Plus l'artiste est exigeant et plus les prises de parole sont rares et choisies. Oui. Olivier d'Artigol, ce fiasco des stages de fin d'année pour les élèves Cela aurait pu seconde. inspirer un coup de gueule de Philippe David. Rien ne va parce que Gabriel Attal, pour aller vite, annonce quand il était ministre de l'Éducation un stage de fin d'année pour les secondes. Pourquoi ? Parce qu'avec la réforme du bac, les profs sont occupés à faire passer les épreuves et donc on avait un troisième trimestre totalement fantomatique pour ceux qui ne passaient pas les épreuves du bac, d'où la proposition que les élèves de seconde, qui sont 560 000, puissent être en stage du 17 au 28 juin. La belle affaire. Le seul problème, c'est que ça n'est pas organisé. Certaines entreprises accueillent déjà des élèves de troisième. On a mis en place, le gouvernement a mis en place un site internet, un jeune, une solution, mais il y a très peu d'offres de stage. Alors on se retrouve avec ce déséquilibre qui fait que des jeunes qui ont des parents avec du réseau, des amis, des connaissances, le petit coup de téléphone qui va bien, le petit 06 qui est envoyé, est-ce que tu peux pas prendre mon fils, ma fille, etc., arrivent à trouver une solution. Et il y a aujourd'hui un élève sur deux qui n'a aucune solution, qui est dans la panade. Je prenais le témoignage d'un proviseur de lycée de Clichy qui dit que sur 150 élèves, il en a une dizaine avec des conventions de stage signées. Non. Donc voilà l'exemple même d'une proposition qui semble bien adaptée, mais sans derrière la politique publique pour la porter. Et vous savez, pour un élève qui voit ses petits copains partir en stage, qui vont avoir une expérience dans l'entreprise qui peut être un déclencheur de passion du métier de demain, mais ceux qui restent en panade, pour eux, c'est pas terrible. Ouais, Philippe Bilger. Je suis d'accord. Là, je n'ai pas d'observation particulière. Mickaël Sadoun. Moi, j'ai gardé un souvenir assez insipide en fait du stage de troisième, exactement comme le dit Olivier d'Artigol, et je trouve que c'est un tel gâchis parce que ça pourrait être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour un jeune, ça pourrait être l'occasion de découvrir un métier, et c'est vrai qu'en France on manque trop de pragmatisme dans l'esprit d'entreprise, etc. On arrive à la fin du bac sans savoir rien faire et sans rien connaître de la vie concrètement, et en plus, ça valorise quelqu'un qui est au travail et qui a la possibilité de transmettre son savoir, de se sentir valorisé aussi sous les yeux d'un jeune. Donc je trouve que c'est un immense gâchis. C'est pour ça que je trouvais intéressant, moi, de développer à un moment donné le mentorat des entreprises auprès des jeunes, pour les inciter d'abord. C'est à cet âge-là qu'on commence à les inciter au travail et à les faire venir. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de connexion entre l'école et l'entreprise. Vous en avez souvent parlé, Cécile. Oui. Et je serais même favorable, ça va vous étonner, à des déductions, à des réductions de cotisations sociale patronale pour des entreprises qui répondraient présent sur ce critère-là. Ouais. C'est même elle qui devrait être aujourd'hui demandeur, en tout cas de petits stages comme ça de jeunes. On va le rendre capitaliste. Encore un petit effort. Point trop dans le fond. Il se dit, je ne dirigerai jamais le qui l'a dit, il faut que je trouve une autre voie. C'est ça qui est en train de se dire. Dans un instant, la suite du tour de table de l'actu avec vous, Mickaël Sadoun. Oui, la Grande Mosquée de Paris qui invite à faire barrage à l'extrême droite. Allez, on en parle dans un instant, tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez demandé les vraies voix, on vous passe des génies, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun. Si ça pouvait être vrai. Vous êtes très en deçà de la réalité. Très en deçà quand même pour Philippe Bilger. Les génies, la lessive, hein, c'est pas non plus. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas non plus dans un truc de dingue. On retombe à rat de terre. Là, vous êtes lessivé. Ah oui. Avec Philippe David, on est ensemble bien sûr jusqu'à 20h. Mickaël Sadoun, sur un sujet sérieux, très sérieux, parce que là on plaisante, sur votre tour de table de l'actu. Oui, je voulais parler du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, qui a donc appelé la communauté musulmane à faire barrage à l'extrême droite pour les élections européennes. Alors naturellement, monsieur Eddine Hafiz a évidemment le droit d'avoir son avis personnel sur la montée de certains courants politiques et la percussion ou non avec les intérêts ou non de sa communauté. Il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, je considère que son appel est une erreur à plusieurs titres. D'abord, je pense que c'est absolument pas son rôle. Il n'a aucun rôle politique, c'est un rôle institutionnel. Il a certainement vocation à huiler, je dirais, les relations entre l'État et son culte qu'il représente, mais absolument pas un rôle politique. Je trouve que Haïm Corsia a d'ailleurs
fait la même erreur pendant l'élection présidentielle quand il a eu des prises de parole, notamment sur Éric Zemmour. La deuxième erreur, c'est que ça donne l'impression aux gens, et c'est à mon avis une erreur dramatique, qu'il existe en France un vote communautaire. Je pense que c'est la première voie d'accès, j'ai envie de dire, au conflit communautaire et même au racisme. Donc je trouve que c'est aussi une erreur de ce point de vue-là. Et je noterai, pour finir, que il est contre Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais qu'il n'a pas appelé à voter contre Jean-Luc Mélenchon, ce qui évidemment envoie ici, là aussi, un signal politique, et il faut manipuler ces invitations avec prudence. Philippe Bilger. Je suis d'accord, je n'aurais rien de plus à ajouter, Michael, et sérieusement, ma chère Cécile, c'est pas pour accélérer le rythme. Olivier d'Artigol. Je comprends les arguments, reste que chacun est libre d'exprimer. D'autres l'ont fait. Vous avez eu l'élégance de le dire. D'autres l'ont fait. Chacun est libre. À mon avis. Et quelles sont les réactions, Michael Sadoun, justement, après cette prise de parole? C'est très frais pour le moment, donc j'ai pas exactement suivi les réactions, mais j'espère qu'elles seront nombreuses, et j'espère que même, pourquoi pas, la communauté musulmane sera libre de dire par d'autres voix qu'elle ne se sent pas représentée par celle du grand recteur. Et je trouve, si on a le temps, on attend. Vous avez d'autant plus raison, Michael, que parfois j'ai l'impression, je l'ai dit sur d'autres sujets, qu'on a une sorte de volupté amère à considérer que le Rassemblement national n'a pas changé du tout. C'est-à-dire qu'on le traite avec une obstination comme si on avait besoin de l'ancien. Je ne dis pas que sur le plan politique, on n'a pas le droit d'être contre, mais il ne faut plus le traiter comme s'il avait les délires historiques du père. Je suis assez d'accord. Ok, très bien. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de cette émission, le coup de projecteur des vraies voix, avec un sujet important aussi, puisque le Sénat débat aujourd'hui d'une proposition de loi visant à lutter contre les ingérences étrangères. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que tous les pays jouent de leur influence? On a commencé par la France, on a longtemps parler de la France-Afrique. Est-ce que ce n'est pas une méthode courante partout dans le monde? Est-ce que c'est une nouvelle ligne Maginot qu'on veut créer? Et à cette question, peut-on se protéger contre les ingérences étrangères? Vous êtes optimiste puisque vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et avant notre départ en pub, Nathalie Goulet est avec nous, sénatrice centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur les influences étrangères au Sénat. Bonsoir, merci d'être avec nous, madame la sénatrice. Petite question avant cette petite pause. Est-ce que finalement les ingérences nuisent à la stabilité démocratique? Bien sûr. Oui, on en parle dans un instant. Vous êtes bien sûr les bienvenus, Philippe vous l'a dit. 0826 300 300. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir, bien entendu. Ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0826 300 300 avec Aude, pour le coup de projecteur des vraies voix, et c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Cela fait plusieurs années que dans le débat politique en général et le débat public, on voit des ingérences étrangères. Mais c'est aussi dans la vie quotidienne des Français. La fameuse polémique sur les punaises de lit qui venait percuter la préparation des JO. Et la question qui nous est posée, à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est de voir quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Sont-ils suffisants? Nous engageons un travail, bien sûr, auprès des services de renseignement, bien sûr aussi auprès de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là depuis de nombreuses années. Et le Sénat examine actuellement donc un texte de loi qui vise à lutter contre les ingérences étrangères avec un focus particulier sur la situation en Nouvelle-Calédonie, considérée comme vulnérable en raison de sa situation politique tendue. Et alors que tous les regards se retournent vers la Russie pour l'affaire des mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que tous les pays ne jouent pas de leur influence, à commencer par la France? On a longtemps parlé de la France-Afrique. Est-ce que ce n'est pas une méthode courante partout dans le monde? Est-ce une nouvelle ligne Maginot qu'on veut créer? Et à cette question, peut-on se protéger contre les ingérences étrangères? Vous dites oui à 62%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nathalie Goulet est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice, centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur les influences étrangères au Sénat. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. En effet, poursuivre la présentation de notre ami Philippe David, on aurait pu penser que les ingérences étrangères, au sens banal, étaient naturellement la rançon d'une vie internationale où chaque pays, n'étant pas une entité close, va naturellement chercher à séduire ou à influencer l'autre pays proche ou lointain. Mais évidemment, n'étant
pas naïf, je constate que depuis quelques années, on focalise à juste titre sur des ingérences étrangères qui ont pour visée une hostilité forte à l'encontre de la France. Et tout à l'heure, j'attends avec impatience la réponse de Madame la sénatrice qui viendra nous dire à partir de quand une influence étrangère devient véritablement délétère et à partir de quand il faut s'en protéger par une loi. Olivier d'Artigol. Elles ont toujours existé depuis qu'existent les sociétés humaines. Le fait de mesurer l'influence venant d'ailleurs. Ce qu'on attend du travail parlementaire et du Sénat, d'ailleurs je profite de la présence de la sénatrice pour saluer le travail sénatorial sur différentes questions, ce qui nous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à la manière dont nous prenons certains sujets d'actualité parfois. C'est de mesurer la nature exacte de ces influences, leur dimension, leur ampleur, car ce sujet peut parfois aussi être un peu instrumentalisé. Je ne sais pas où nous en sommes vraiment sur l'influence azérie en Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir des choses qui existent, mais de là à faire porter sur cette influence azérie le fiasco qui relève de responsabilité politique nationale, il y a un pas que je ne franchis pas. Mickaël Sadoun. Moi, c'est un troisième angle que je vais explorer, donc comme ça on aura une approche assez complète. Je ne sais pas si ce sera le plus pertinent et le plus intelligent, j'en doute compte tenu de la qualité de nos deux autres intervenants. Bien, vous pouvez mais l'essentiel est dit. L'essentiel est dit, mais moi je voulais savoir quelles étaient les mesures qui pouvaient permettre de contrer ça. Est-ce que les déclarations d'intérêt ont une véritable utilité pour voir s'il y a une porosité au niveau politique par rapport aux influences étrangères? Et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'il y a des systèmes politiques dans lesquels les ingérences étrangères sont plus fructueuses? Est-ce que notamment quand il y a un fort rôle du Parlement et que le pouvoir est assez éclaté et explosé, il y a plus de possibilités d'infiltration, je dirais, pour des puissances étrangères? Madame la sénatrice, alors moi déjà, avant de répondre à tout le monde, qu'on soit clair, est-ce qu'il y a une nuance entre influence et ingérence, ce qui est intéressant? Oui, bien sûr, il y a une différence. Alors d'abord, petit préalable, nous avons effectivement une commission d'enquête sur les ingérences étrangères et dont je ne vous parlerai pas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est fini, on arrête l'émission. Voilà. Mais aujourd'hui, commence un texte, arrive un texte de l'Assemblée nationale précisément sur le même sujet. D'accord. Oui. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est du texte qui est en débat, qui a été en débat à l'Assemblée nationale et qui vient et qui percute la commission d'enquête qui est en cours et qui n'est pas finie et sur laquelle je ne vous dirai rien. Bon, voilà. Vous reviendrez. Je reviendrai avec plaisir, d'autant que j'ai entendu le président et le rapporteur qui s'exprimaient dans la présentation de la commission d'enquête. Donc là, on est bien clair. On est sur le texte qui vient cet après-midi. Donc évidemment, on a tous des politiques d'influence. La France en a d'ailleurs aussi. Vous avez parlé de la France-Afrique, ça c'était encore autre chose. Mais des politiques d'influence, on a des politiques d'influence et c'est normal. C'est tout à fait clair. La différence entre l'influence et l'ingérence, c'est quand on va modifier ou altérer ou pousser des comportements gouvernementaux, voilà. Et donc là, c'est tout à fait différent. C'est quand on interfère finalement. Et donc oui, il y a effectivement une différence. Et le texte qu'on va voter aujourd'hui, dans la nuit, ce soir, est un texte qui vise à mieux encadrer les ingérences étrangères. Mais les ingérences étrangères ne sont pas que du fait de régimes autoritaires ou totalitaires. Des pays démocratiques le font couramment. Je vais prendre un exemple. Dans l'immédiate après-guerre, pour faire imploser la CGT, la CIA a payé FO pour être créée. C'est pas bien. Et mais nos amis américains, avec la politique du dollar, avec l'extraterritorialité du droit américain, avec l'absence de souveraineté du cloud et la souveraineté numérique qu'on n'a pas, ils ont plus que de l'influence. Voilà. Donc on peut tout à fait avoir un pays ami qui a des comportements d'ingérence et d'influence sur la France. Madame la sénatrice, allez-y. Non, je voulais juste qu'on revienne peut-être sur les mesures, les 3-4 mesures principales pour qu'on puisse qu'on soit tous au même niveau, les auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, il y a donc le texte qui nous est proposé comporte 4 ou 5 dispositions, un registre de façon à ce que
les lobbies notamment puissent se déclarer et s'inscrire sur un registre. C'est le principe qui est déjà depuis, en tous les cas, les lois Sapin et même avant, de la haute autorité de la transparence de la vie publique, qui d'ailleurs fait un travail remarquable et qui est vraiment un gendarme tout à fait efficace, et moi je trouve ça très bien. Donc on a toutes ces procédures maintenant qui vont être votées aujourd'hui de plus de transparence. Là où il y a de la transparence, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire le choix que vous voulez. S'il est transparent et il est au vu de tout le monde, ça ne pose aucun problème, sauf de votre choix personnel. La deuxième disposition, évidemment, concerne l'utilisation d'un algorithme. Donc ça, c'est un système, évidemment, pour nos services de sécurité et nos services de renseignement. Et puis, il y a la prévision d'un rapport qui sera rendu au Parlement pour pouvoir suivre tout ce travail. Et enfin, et ce n'est pas complètement anodin, c'est la possibilité de geler des avoirs de puissances étrangères qui auraient commis des ingérences sur le territoire. Il faut toujours frapper au porte-monnaie. On parlait tout à l'heure de l'argent du terrorisme ou de l'argent des délinquants. Frapper au porte-monnaie, c'est une bonne solution. Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, Madame la sénatrice, le grand partage, est-ce qu'on pourrait dire l'influence la plupart du temps est bienveillante, l'ingérence est hostile? Oui, on peut faire ça comme ça, mais même l'influence peut être hostile aussi. Oui. Mais si vous voulez, moi je crois beaucoup aux mesures de transparence. Vous pouvez faire les choix que vous voulez, on est en démocratie. Mais à partir du moment où on a la haute autorité, où on a évidemment de la transparence, alors à ce moment-là, chacun peut savoir ce que vous faites. Et si vous voulez, le glas, je crois, du système, c'est quand même le Qatargate, qui d'ailleurs a disparu des radars, qui est dans le triangle des Bermudes, dont on n'entend plus parler, alors que quand même, on est à la veille d'élections européennes, avec quand même un problème extrêmement sérieux. Avec un problème extrêmement sérieux. Est-ce que le travail parlementaire va vers des préconisations concernant les ingérences qui peuvent s'exercer sur des élus, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, sans rappeler une actualité assez récente au niveau du Parlement européen? On a vu que cette question peut se poser. Alors justement, l'article premier de la loi, enfin du texte, de la proposition de loi qu'on va voter tout à l'heure, étend effectivement le nombre des personnes visées. On a aussi quelques demandes d'extension. C'est sur un mandat. Le mandat qu'aurait évidemment une personne recevrait une personne étrangère. Et c'est aussi la façon d'approcher des élus. Alors il se trouve que les parlementaires européens sont pas considérés comme élus pour l'instant. Je crois qu'il y a une série d'amendements qui les visent. Pour l'instant, ils sont pas dans la liste. Mais oui, bien sûr, c'est le principe. Et il y a même des maires ou des élus de villes importantes qui sont considérés et qui font partie de la liste des gens pour lesquels il faut se prémunir avant de les approcher. Ça me semble assez normal. Michael Sadoun. Moi, ma question, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un registre sur lequel on pourrait inscrire les lobbies. Est-ce que vous pensez que les lobbies ont vraiment leur place en République, puisqu'on a tendance à considérer quand même en France qu'un élu représente globalement l'intérêt général, conception rousseauiste, je dirais, de la politique, alors que les lobbies viennent plutôt du système anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on autorise les représentants d'intérêts particuliers à s'immiscer dans la vie politique. Et on a l'impression que ces lobbies-là sont très bien tolérés au niveau européen parce que c'est une autre culture politique, mais en France, les gens, je les vois, sont inquiets de ça. Et on l'a vu au moment du Covid, comme les gens aussi avaient peur de cette influence de Big Pharma. On sait comme la venue de Microsoft aussi inquiète évidemment les citoyens français, tout ce qui concerne la souveraineté numérique et la propriété de leurs données. Est-ce que vous considérez vraiment qu'il n'y a pas une dissension entre le niveau européen et le niveau national? Et est-ce que, encore une fois, les lobbies ont leur place en République? Je vais ajouter un mot à ce que dit Michael Sadoun. Quand Obama a fait voter la loi santé aux États-Unis, chaque membre du Congrès avait 100 lobbyistes à rencontrer, pratiquement, avait des demandes de 100 lobbyistes à rencontrer pour voter la loi. Alors, bon... Le lobby en question, enfin le mot lobby, c'est pas forcément un gros mot. D'abord, globalement, enfin je parle pour moi je suis pas compétente sur tous les sujets. Bon, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on est compétent et d'autres sur lesquels on l'est moins. Bon, alors après c'est votre liberté de rencontrer des gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Bon, ça devient un tout petit peu plus difficile ou un tout petit peu plus complexe et ça suppose un certain nombre de démarches. Si ces gens vous emmènent en voyage, si vous emmènent à la Tour d'Argent, si vous font des cadeaux, etc. Là, on passe dans un deuxième registre qui est le registre de la transparence et de la déclaration. Voilà, après, voilà. Donc,
le lobby en tant que tel, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est pas forcément un gros mot. Ça peut être. Mais alors simplement, c'est une conception de oui, la mais vous politique, voyez ce texte qu'on va voter tout à l'heure pour plus de transparence va percuter celui qui a été vidé de sa substance à l'Assemblée nationale sur les cabinets conseils, qui a été un travail remarquable de ma collègue Éliane Assassi et voilà sur les cabinets conseils où on a voté une proposition de loi parce que là il y a de l'ingérence et là il y a de l'influence et là il faut de la transparence. Et donc le travail de la commission d'enquête d'Éliane Assassi et Arnaud Bazin, dont je faisais aussi partie, on a fait un travail absolument remarquable. On a voté une proposition de loi qui était tout à fait bien, qui a été absolument complètement vidée de sa substance à l'Assemblée et qui revient le 28 mai au Sénat. Donc rendez-vous le 28 mai pour voir quel est le degré de transparence, parce que là c'est du lobbying. Est-ce que en matière de démocratie, est-ce que le citoyen, est-ce que le politique est suffisamment conscient justement de la gravité et de l'ampleur de ces ingérences? Est-ce que dans le débat public, on se rend compte, parce que ce soit des cyberattaques ou de l'ingérence, c'est quasi tous les jours, un petit peu partout. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ça? Mais je pense qu'on finit par pas l'être suffisamment. Donc nos services nous rappellent à l'ordre régulièrement. Je pense qu'ils ont raison. Parfois, on manque de prudence. Après, vous avez des choix personnels. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais je crois que le système qui consiste déjà depuis plusieurs années à avoir des procédures de transparence, à avoir des commissions de déontologie au Sénat, etc., ou à l'Assemblée d'ailleurs, je pense que ça, c'est la bonne méthode, parce qu'en plus, c'est consultable par les citoyens. Bon, le problème de la décrédibilisation de la parole publique, elle est globale. Elle n'est pas seulement liée à ça. Mais je pense que quand même, si on suit un peu les règles qui sont fixées, c'est quand même mieux de les suivre. À la fois la déontologie et à la fois la transparence de la haute autorité, qui est quand même, quand vous devez faire votre déclaration de patrimoine, d'activité, d'intérêt, je veux dire, vous sentez quand même l'épée de Damoclès qui est là, et vous savez que si vous commettez des erreurs, c'est le parquet financier derrière. Si vous trafiquez vos comptes de campagne, c'est l'annulation de l'élection. C'est comme un troisième tour, les comptes de campagne. Enfin, il faut quand même pas non plus penser qu'on est dans la brousse. Oui, on est quand même dans un système où on est quand même très très surveillé. Je vous rappelle quand même qu'il y a 20 ans, les parlementaires touchaient leurs frais de mandat en espèces. En espèces. C'est vrai. Et les membres des cabinets ministériels aussi. Voilà. Bon, donc si vous voulez, tout ça a beaucoup évolué et à mon sens dans le bon sens. La justification des frais de mandat, etc., ça me semble d'une évidence absolue. Bon. Mais c'est aussi un pas qui a été fait au cours des années. Merci Monsieur Cahuzac, mais il fallait le faire. Non mais vous comprenez bien qu'il y a un scandale, une loi. C'est comme ça que ça marche en France. Que ce soit pour ça ou pour le reste. Bon, alors après on fait pas tout très bien, on fait pas tout parfait. Mais je vous assure que la haute autorité de la transparence et la commission des comptes de campagne sont deux instances que les uns et les autres on respecte avec une crainte révérentielle absolue. Et je pense que c'est normal. Philippe Bilger. À votre avis, Madame la sénatrice, si on admet, je n'en sais rien, que la France est victime plus que d'autres pays de certaines ingérences étrangères, est-ce que ça veut dire que notre pays est faible d'une certaine manière, qu'on le prend un petit peu en sachant que c'est une victime presque toute désignée, ou est-ce que ce serait une erreur de le croire? Non, moi je pense que les gens qui font des ingérences ici ou là essayent. Après, on a des services qui sont à la hauteur. Moi, j'ai absolument aucun doute sur nos services. Je crois pas qu'on soit particulièrement faible. Je crois que la France veut être partout en matière de diplomatie. Je crois qu'elle a une voix. Je veux dire, moi, je suis de la vieille école. Je ne critique pas mon pays ni à l'étranger ni. Bon, après, on peut avoir des positions différentes. Non, mais c'est important. Bien sûr. En plus, j'ai qu'un seul passeport et j'y tiens. Voilà. Donc, Vous avez peur d'une déchéance de nationalité? Non, mais je veux dire, je peux même pas de double allégeance ici ou là, voilà. Bon, moi je suis sénatrice française, j'ai aucun problème avec ça, et si on attaque la France, alors de toute façon, moi c'est normal que je réplique. Donc, je crois pas qu'on soit particulièrement faible, je crois qu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a une voix, on a le plus grand réseau diplomatique quasiment du monde, on a des positions fortes partout, la France est attendue, et je pense qu'essayer de saper ses fondements fait partie de la guerre hybride telle qu'elle existe aujourd'hui. Juste, pardon, est-ce que cette loi a une résonance forcément en Europe? Est-ce qu'il y a une loi analogue quelque part chez nos voisins? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, aux États-Unis, au Canada, ça se registre avec d'autres, des petites variantes.
Encore une fois, le texte qu'on va voter cet après-midi, enfin ce soir, est un texte très très limité. Il a 4 articles. Il n'a pas du tout l'ampleur ni sur le numérique, ni sur d'autres sujets qui sont évoqués ou pas dans le travail qu'on fait au fond sur la commission d'enquête dont vous avez cité tout à l'heure le président et le rapporteur. Là, il y aura probablement évidemment d'autres préconisations. C'est un texte qui est très limité. Au sujet de transparence des lobbies et des personnes approchées. C'est un texte réduit dans son périmètre. Olivier d'Artigol. Oui, il ne faudrait pas tomber dans une image un peu doucereuse d'une France attaquée et victime. En tout cas, elle est peut-être affaiblie, on l'a vu dans la zone océano-pacifique, avec l'affaire des sous-marins australiens. On l'a vu au Sahel, dernièrement, avec ce qui s'y passe et avec l'arrivée de l'influence russe et aussi chinoise sur certains aspects. Mais je suis certain que la France agit, par ailleurs, sur certains sujets pour faire grandir elle aussi son influence ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où chacun essaye de faire grandir son influence sur des aires géographiques, dans des domaines, sur des filières industrielles y compris. On a une politique d'influence au Quai d'Orsay, et là il faut faire venir le ministre à la fois de la Défense et le ministre des Affaires étrangères pour vous parler. Nous ne sommes pas sans agir non plus. Pour vous parler du rayonnement de la France et ce qu'on appelle la politique d'influence. On a des alliances françaises partout. La langue française est utilisée aussi comme réseau. Enfin tout ça fonctionne. Mais on est dans une période particulièrement troublée. Et on a évidemment les réseaux sociaux, on a la décrédibilisation de la parole publique, et tout ça crée évidemment beaucoup de perturbations. Merci beaucoup Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Merci à vous. Sénatrice centriste, vice-présidente de la commission d'enquête sur les influences étrangères. Dont je ne vous ai pas parlé. Absolument, dont vous ne vous avez pas parlé. Mais vous garderez donc votre passeport. Vous avez dit une phrase qui résonne chez moi: un scandale, une loi. On a un jeu ici qui s'appelle le qui c'est qui l'a dit. Un scandale, une loi. Je vous préviens, je peux changer les règles en 2 jours. Merci beaucoup. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Mickaël Sadoun. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Dans un instant, on va vous parler de la profession des pharmaciens aujourd'hui. Maillage territorial incroyable. Ils seront en tout cas dans la rue le 30 mai prochain. On en parle dans un instant. À tout de suite.